Les gens pensent que c'est Gbagbo qui est le leader. Mais Gbagbo, c'est du passé. Et il faut être objectif pour le dire. Gbagbo, c'est du passé. Voilà. Donc, le discours populiste, tout ça, là, les Ivoiriens sont habitués à ça. Le président Ouattara a un bilan. Il a un bilan. Il a développé des infrastructures en Côte d'Ivoire. Que tu l'aimes ou pas, les infrastructures sont là. Quand tu passes à Solibra, tu vois l'échangeur. Quand tu vas à l'aéroport, tu vois qu'il y a... aujourd'hui, on a un parc des expositions. Le gars, il a un bilan. Ben, on en arrive là parce que le président Pascal Affi N'Guessan, à mon sens, n'était plus représentatif des intérêts du Front populaire ivoirien. Voilà, et que j'avais sollicité, j'avais demandé d'ailleurs qu'il se retire de la direction du Front populaire ivoirien, parce que nous avons voulu donner un sang nouveau au Front populaire ivoirien pour impulser une nouvelle dynamique, ce qu'il n'a pas voulu. Donc nous nous sommes retrouvés dans un procès qui est toujours pendant. Il a gagné en première instance, il a gagné en appel, du moins il a gagné en première instance, il a gagné en référé, il a gagné en première instance, et maintenant nous sommes en appel. Voilà, mais je compte toujours poursuivre la procédure judiciaire parce que je pense et j'estime que Affi N'Guessan n'est plus représentatif du Front populaire ivoirien et le temps est venu pour que nous passions à une alternance pacifique pour que le FPI puisse redevenir le parti que les Ivoiriens ont rêvé de voir. À l'écart, oui, parce que je n'assistais plus aux réunions du Front populaire ivoirien, mais comme en son temps nous avons mis en place un courant au sein du Front populaire ivoirien qui s'appelle Démocratie et Valeurs. Nous travaillons dans le cadre du courant pour faire évoluer les idées du Front populaire ivoirien, donner au Front populaire ivoirien une dimension éthique, une dimension politique réelle et non populiste. Voilà, une dimension qui permet aux militants du Front populaire ivoirien de retrouver le Parti socialiste qu'on a voulu, que les pères fondateurs ont voulu créer à l'origine. Donc nous travaillons à cela, pas plus que hier. Nous étions à Saint-Fra, dans la Maraoué. Voilà, Issaka Sangaré, Seydou Koulibaly, tous les autres qui sont membres du courant ont organisé une grande réunion à Saint-Fra. Et tout cela pour montrer à Affi N'Guessan qu'aujourd'hui, le temps pour lui est passé et qu'il n'est vraiment pas représentatif du Front populaire ivoirien. Nous pensons que dans le cadre du courant, nous pouvons faire évoluer les idées du Front populaire ivoirien. Oui, le courant démocratie et valeurs est né de la volonté des militants du Front populaire ivoirien qui avaient un besoin de changement. Voilà, écoutez, vous savez très bien que Affi N'Guessan était président du conseil régional du Moronou et il a perdu les élections de façon lamentable. Alors, le Front populaire ivoirien ne joue pas à qui perd gagne. Un homme qui a perdu dans sa propre région ne peut pas nous représenter au plan national pour gagner l'élection présidentielle. Nous avons posé ce problème à Pascal Affi N'Guessan, mais il a refusé d'en tirer les conséquences. Voilà, donc vous savez, c'est un problème en Afrique, la question de l'alternance politique, même au sein des partis politiques, voilà. Donc nous sommes dans une bataille et moi personnellement, je pense que Affi n'est plus représentatif du Front populaire ivoirien. À un moment donné, il faudra que les militants se décident, se déterminent pour que nous puissions passer à autre chose. Aujourd'hui, nous sommes secourés la majorité. Affi a pris le FPI en otage. C'est une prise d'otage. Il a pris le parti en otage. La preuve, il n'est même plus présent sur le terrain. Voilà, il n'est plus présent sur le terrain, mais en même temps, il a fait sa propriété. Or, le Front populaire ivoirien n'est la propriété de personne. Selon les statuts du Front populaire ivoirien, le Front populaire appartient à tous ses militants. C'est ce que nous avons reproché à Gbagbo à l'époque, quand il a créé son système de Gbagbo ou rien. Et c'est ce qu'Affi veut faire aujourd'hui, il veut faire Affi ou rien. Et nous ne pouvons pas l'accepter, parce que nous sommes des modernes. Et la modernité veut que dans un parti, quand vous n'êtes plus capable de faire avancer les idées pour lesquelles le parti a été créé, il faut passer la main. Et c'est ce que nous reprochons fondamentalement à Affi. Ça, c'est un. Et de deux, Affi, il a un péché originel. À l'époque, nous n'y croyons pas, mais Affi, par définition, c'est quelqu'un qui trahit toujours. Et quand les gens disaient qu'Affi avait trahi Gbagbo, nous n'y croyons pas. Mais avec le temps, on a fini par comprendre. Affi, c'est quelqu'un qui trahit les siens, qui trahit ses partenaires, parce qu'il prend tout le monde comme des instruments pour son ascension politique. À partir de ce moment-là, il n'a aucune crédibilité pour gérer la Côte d'Ivoire. Moi, je peux vous donner deux exemples. Vous prenez le journal Notre Voix. Notre Voix, c'est le journal du Front populaire ivoirien.
Afi n'a pas été capable de gérer le journal. Le journal tire à peine à 500 exemplaires. C'est un échec. Un homme qui ne peut pas gérer un journal ne peut pas gérer un pays. Le deuxième élément, le FPI n'a jamais eu de siège. Alors qu'il bénéficiait des subventions de l'État, il bénéficiait de l'argent du président de la République, il n'a même pas été capable de doter le Front populaire ivoirien d'un siège. À partir de ce moment-là, mis l'un dans l'autre, Afi n'est pas crédible. Et pour nous, démocratie et valeurs, c'est de recentrer le débat pour montrer que les principes du socialisme, c'est d'abord la solidarité, c'est l'éthique, et puis la gratitude envers ses bienfaiteurs, ce que ne représente pas Afi N'Guessan. C'est pour cela que notre courant, nous essayons tout doucement à faire avancer nos idées avec nos militants. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que d'ici un sommet, d'ici le mois de juin, nous allons organiser un grand meeting qui va rassurer tous les Ivoiriens sur notre volonté de changement au sein du Front populaire ivoirien. Et si Dieu le veut, nous désignerons pendant cette rencontre peut-être celui qui représentera les couleurs du Front populaire ivoirien de l'élection de 2025. Mais Afi n'est pas le candidat du Front populaire ivoirien, il n'en a pas les capacités, éthiques, matérielles et morales aujourd'hui pour être le candidat du Front populaire ivoirien à une élection présidentielle. Non, nous n'avons pas l'intention. Nous, notre objectif, c'est de transformer le Front populaire ivoirien. On n'a pas besoin de créer un nouveau parti. Nous sommes des socialistes. Nous avons 30 années de militantisme au Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, pour nous, c'est de redéfinir le socialisme en Côte d'Ivoire parce que, à l'origine, le FPI a commis 2 erreurs fondamentales. La première erreur, c'est d'avoir confondu le socialisme et le populisme. Gbagbo était un populiste. Gbagbo n'a jamais été un socialiste. Voilà, Gbagbo, c'est le monsieur qui veut sortir les discours pour se faire. On l'appelait l'enfant du peuple. Mais ça ne veut rien dire l'enfant du peuple. Vous comprenez? C'était du populisme. Voilà, aller dans les bas quartiers, se faire passer pour... Voilà, alors que non, il faut gérer un État. Un État, c'est beaucoup plus sérieux. C'est de la dynamique, c'est de la gestion, c'est du management. Ce que Gbagbo ne savait pas faire. Ça a été le premier péché du Front populaire ivoirien. Le deuxième péché du Front populaire ivoirien, c'est qu'au FPI, ils se trahissent tous. Parce qu'ils ne se font confiance en personne. Gbagbo fait de confiance à aucun militant du Front populaire ivoirien et on le voit avec Afi N'Guessan qui a été son premier ministre. C'est-à-dire que nulle part, lui et Afi n'étaient en symbiose. Donc dès que Gbagbo perd le pouvoir, Afi devient un singleton et lui aussi, il recopie les péchés de Gbagbo. Parce que Afi, ce n'est pas un socialiste. Afi, c'est un populiste également. Il a bien appris de Laurent Gbagbo. Donc faire toujours des discours pour se prendre pour des martyrs, des gens qui n'ont jamais rien fait, des gens qui ont été victimes d'une rébellion, etc. Mais s'il y a une rébellion en Côte d'Ivoire, c'était leur incompétence. Le premier rôle d'un État, c'est d'assurer la sécurité des biens des personnes. Donc on ne peut pas prendre ça comme prétexte pour dire oui, c'est parce qu'il y a eu la rébellion qu'on n'a pas fait ceci, c'est parce qu'il y a eu ceci, c'est qu'on n'a pas fait cela. Non, c'était une incompétence. Et aujourd'hui, au niveau où la Côte d'Ivoire est arrivée avec le président Alassane Ouattara, nous ne pouvons pas laisser la Côte d'Ivoire aux mains de charlatans comme Gbagbo ou Afi N'Guessan. Ça, ce n'est pas possible. Il faut aller au-delà. Il faut que les Ivoiriens comprennent que nous sommes en train de construire la modernité, qu'un État, c'est comme une montagne qu'on gravit. D'accord? La colonisation, c'était le sous-sol. Il faut nous faire sortir du sous-sol. D'accord? Quand il faut nous faire sortir du sous-sol, il a essayé de construire un État pendant 33 ans. Il faut nous donner, par exemple, je donne un exemple pour caricaturer, au premier étage. Quand nous sommes arrivés au premier étage, Oufou est parti, il a laissé le pouvoir à Bédié. Bédié a fait ce qu'il a pu faire, nous sommes arrivés au deuxième étage. Au deuxième étage, il y a eu un coup d'État parce que, bon, on n'arrivait pas à s'entendre et tout et tout. Guéhi est arrivé, il a dit qu'il voulait balayer, il voulait faire ce qu'il voulait. Il a essayé, bon, peut-être qu'on a fait le troisième étage, on ne l'a pas fait, mais toujours est-il qu'on a gagné en maturité. Et après, Guéhi, Gbagbo est arrivé. Gbagbo, c'était les discours. La démocratie, le multipartisme, mais sans vraiment un réel contenu. Mais ça nous a permis de monter au 4e étage. Ouattara est arrivé, nous sommes au 5e étage. D'autres générations viendront, il nous faut monter. Pour parler comme Auguste Comte, l'État, c'est une dynamique. Et cette dynamique, il ne faut pas l'arrêter. Et il ne faut pas toujours revenir sur le passé pour vivre le passé. Aucune société humaine n'a vécu sans crise. Les États-Unis ont connu la guerre de sécession. Ils sont toujours la première puissance mondiale. La France a connu la Révolution française. L'Angleterre, il y a eu la Révolution anglaise. Tous les grands peuples ont connu des guerres, mais cela ne les a pas empêchés d'avancer. Donc aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de faire des progrès. Donc le président Ouattara est arrivé, il a mis en place une politique, on a le bilan,
d'autres générations viendront améliorer ce bilan, mais on ne peut plus revenir en arrière. Voilà pourquoi, pour moi, la Côte d'Ivoire doit s'inscrire dans une dynamique de progrès que de rester là toujours à ressasser le passé. Voilà. Quand on ressasse le passé dans une société, ça veut dire qu'on n'est pas des modernes. Les modernes, ils avancent, parce que l'histoire évolue dans un seul sens. L'histoire des peuples, l'histoire de l'humanité évolue dans le sens du progrès. Voilà, donc il nous faut avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, les élections de 2025 doivent être une occasion pour les Ivoiriens d'affirmer leur maturité. Il faut qu'à cette élection, le vainqueur soit félicité par le vaincu et que le lendemain, les Ivoiriens aillent au travail. Telle est l'ambition de démocratie et valeurs. Je pense que Affi N'Guessan, c'est un leader politique dépassé. Parce qu'Affi aurait pu être la transition entre la génération Ouattara-Gbagbo et la génération Blé-Goudé-Soro-Guillaume. Vous comprenez? Mais malheureusement, il a les péchés des Gbagbo, c'est-à-dire des anciens. Il n'a pas pu assurer cette transition. Il est resté enfermé dans son Moronou. Voilà, c'est un leader du Moronou, de Bongouanou. Tout son repère se trouve là. Affi ne peut pas tenir un discours national qui rassemble tous les Ivoiriens. Et c'est ce qu'on lui reproche. Voilà, il est un peu trop sectariste. Donc pour nous aujourd'hui, Affi, c'est du passé. Aujourd'hui, la génération politique qui arrive, c'est la génération des Tidjane Thiam, c'est la génération de Jean-Luc Bion, Ouattara encore le dernier des dinosaures, mais c'est la génération de Cissé Bakongo, c'est la génération de Fidel Sarasoro, etc. C'est ça la nouvelle génération. Et je pense personnellement que en 2030, c'est cette génération-là qui va s'affirmer sur les terrains politiques ivoiriens. C'est le congrès de la honte. Il a réuni à peine 1500 militants. Si, c'est le congrès de la honte. Il a exclu tous ceux qui pouvaient lui apporter la contradiction, dont votre serviteur. Voilà, parce qu'il ne voulait pas la contradiction. Mais quand on refuse la contradiction, on n'est plus socialiste. Pour un socialiste, la liberté s'invente tous les jours. Un socialiste, c'est celui qui est capable d'affronter les arguments, de discuter. Oh là, il s'est mis dans son petit clan. Ils ont organisé un congrès à Yamoussoukro. Mais qu'est-ce qui a changé dans la vie des Ivoiriens? Les gens ont oublié même que ce congrès a eu lieu. C'est ça le problème. Voilà. Non, je pense que il nous faut faire preuve d'humilité. Il faut reconnaître, en toute modestie, que Affi ne fait plus le poids. Affi, c'est du passé. Même s'il résiste, mais je ne pense pas qu'Affi pourra faire plus de 2% aux élections présidentielles. Je ne crois pas. Voilà. Aujourd'hui, quand vous regardez l'actualité politique ivoirienne, on entend, le Front populaire ivoirien n'est même plus audible. Voilà, l'actualité, c'est Laurent Gbagbo, c'est Tidjane Thiam, c'est Jean-Luc Bion, c'est Alassane Ouattara, le RHDP, Touré Mamadou, etc. Tous les week-ends, on n'entend plus le Front populaire ivoirien. Et c'est ce que nous avons voulu éviter quand nous lui avons demandé de passer la main, parce que nous avons vu ses limites. Mais vous savez, en Afrique, les présidents de partis, très souvent, ne savent pas qu'à un certain moment, il faut passer la main, ils ne connaissent pas les limites. Et c'est ça le drame avec Affi N'Guessan. Le problème d'Affi, c'est qu'il trahit toujours. Vous voyez, quand les gens ont créé le conseil de Gbagbo, rien, où les gens disaient qu'Affi avait trahi Gbagbo, nous n'y avons pas cru. Pour nous, c'était un prétexte pour les Gbagbo-riens de vilipender Affi. Et nous l'avons soutenu. Mais après, quand nous avons vu tout le contenu de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et par rapport à l'expérience que nous avons vécue avec lui-même, mais Affi trahit toujours. Je vous donne un seul exemple. Affi n'a jamais dit à aucune réunion du Front populaire ivoirien qu'il recevait des subventions de l'État. Jamais. Affi n'a jamais dit cela. Et nous avons toujours fait croire que l'État ne finançait pas l'EP de recevoir aucune subvention parce que nous avions 2 députés. Et puis, pendant les dernières élections régionales, on découvre que le candidat du RHDP lui a donné 100 millions pour la campagne, mais mieux, dans son rapport moral et financier pour aller au Congrès, il dit que le Front populaire a reçu 1,41 milliard en dons et soutien. Mais moi, je lui pose la question, mais l'argent vient d'où? Il dit, il ne peut pas dire. Mais tu ne peux pas dire comment. Donc c'est du blanchiment d'argent. C'est là que parle le conflit. Il dit, il n'a pas de compte à nous rendre. Mais comment voulez-vous, au XXIe siècle, être dans une association, être président d'une association et dire que vous n'avez pas de compte à rendre? Donc aujourd'hui, nous savons d'où l'argent est venu. L'argent est venu du RHDP.
il a bénéficié des soutiens de certains cadres du RHDP chaque fois qu'il avait besoin d'argent. Et le député qui avait dénoncé cela à la télévision dit qu'il a bénéficié de l'argent du président de la République. Mais quand tu as pris l'argent de quelqu'un, il faut avoir l'honnêteté de dire à tes militants, écoutez les gars, le président de la République nous a donné tel montant de subventions, nous allons mener une action pour aller lui dire merci. Mais il s'est caché. Et c'est ce qu'on lui reproche. Pour nous, c'est une trahison. Et un homme pareil ne peut pas diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'à l'origine, quand nous sortons des élections de 2020, parce que les gens oublient qu'en 2020, Afi était candidat. Sa candidature a été validée par la CEI. Il a eu toutes les signatures, des parrainages, etc. Il était candidat. À notre grande surprise, il nous réunit à une réunion extraordinaire du secrétariat exécutif du Front populaire ivoirien pour dire qu'il ne peut plus aller aux élections parce que la CEI n'est pas indépendante et qu'il peut pas être un candidat pour accompagner le président Ouattara. C'est là qu'il crée le CNT. Il dit qu'il s'est entendu à le PDCI, etc. Moi, personnellement, je lui fais comprendre que, Pascal, moi, je suis professeur de sciences politiques. L'histoire de CNT, c'est un coup d'État. Si vous voulez créer un conseil national de transition, ça conduit soit à la prison, soit à la mort. Parce que vous voulez faire un coup d'État. Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour le faire? Dabo Pierre, c'est un intellectuel, il réfléchit trop, il nous prend pour des étudiants de sciences politiques, etc. Ok, quand cela ne tient. Mais il fait le CNT, il se retrouve en prison. Une fois en prison, je fais partie du collectif des avocats qui vont le défendre. On va hurler partout pour qu'il soit libéré. Quand il sort de prison, quelques temps après, a fait nous faire comprendre que le temps est venu de signer un partenariat de RHDP, parce que pour lui, le niveau de développement qu'a atteint la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, veut que toute la Côte d'Ivoire participe au développement de la Côte d'Ivoire. Ce sont ses propres mots. Il faut la paix. Et au nom de la paix, il nous faut signer un partenariat de RHDP. C'est un long débat. On en discute. On discute des avantages, des inconvénients de ce partenariat. On lui fait comprendre que nous sommes des socialistes. Est-ce que le socialisme peut s'accorder à un parti conservateur? Il dit oui. Et il développe des arguments. Il dit, mais en France, Macron, il n'est ni socialiste, ni de droite, mais il gouverne des socialistes. Madame Borne est socialiste. Aujourd'hui, vous regardez le gouvernement français, vous avez Valls et tout ça, il y a des socialistes dans le gouvernement. Donc, a fait nous faire comprendre que le monde d'aujourd'hui repose sur le réalisme en politique. Donc, il n'est pas exclu que le FPI fasse une alliance avec le RHDP. Mieux, on a une expérience commune avec le RHDP dans le cadre du Front républicain FPI-RDR. Donc, il développe des arguments et puis on accepte d'aller au partenariat. Il a été reçu par le président de la République. Et tout le monde a vu les images à la télé. Nous signons le partenariat. Quand au mois de septembre 2023, nous allons aux élections régionales et municipales, dans le partenariat, il a écrit que le FPI et le RHDP peuvent se mettre ensemble là où c'est possible. Nous, à Yopougon, c'était possible. À Divo et dans certaines régions. Et à Bongouanou, c'était pareil. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé à Bongouanou, il a perdu. Dès qu'il perd à Bongouanou, il nous invite à une réunion, il dit donc qu'il a été trahi par les RHDP dont le partenariat ne vaut plus rien. On lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, on veut savoir au moins les raisons, il faut quand même que tu nous expliques. Afi dit non, qu'il n'a pas besoin de nous expliquer. Que dès qu'il a perdu, c'est que le RHDP l'a trahi. Au final, nous mettons en place, entre nous, une commission d'enquête pour aller voir à Bongouanou qu'est-ce qui s'est réellement passé. Le rapport que nous font, les gens que nous avons envoyés à Bongouanou ont démontré que Afi, non seulement était sur la liste du RHDP, mais il a mis des candidats du FPI contre ceux du RHDP, notamment à Ara. À Ara, où Mme Ariette Badou, qui est sa nièce de surcroît, était candidate pour le compte du RHDP, c'est quand même la présidente des femmes du RHDP. Il met un candidat contre elle. À Bongouanou commune, il met un candidat contre les candidats du RHDP. Mais à partir de ce moment-là, il n'est plus crédible. Donc, parce que si vous êtes en partenariat, si les gens ont retiré leur candidat pour toi, Afi, mais la politique, c'est du donnant-donnant. Vous comprenez? Et c'est là tout son problème. Et mieux, nous avons les vidéos de sa campagne régionale.
Il s'attaque au RSDP. Partout, il dit que le temps de Ouattara est passé, que désormais, c'est son temps qui est arrivé. Mais les gens ne peuvent pas te donner ton argent et tu les vilipendes. Donc, les populations en ont tiré les conséquences que c'est un monsieur qui n'est pas crédible. Il a perdu. Et dès qu'il perd, il veut nous obliger, il demande à nous, en tout cas moi personnellement et à d'autres amis qui ont été élus à Diabatébe, à Bobo, etc., de faire de l'opposition dans les conseils municipaux où nous sommes. Mais nous ne sommes pas quand même des enfants. Comment voulez-vous que moi, je suis élu sur la même liste que M. Adama Bictogo, maire de Yopougon, nous rapportons, on travaille en symbiose, et puis je fais de l'opposition. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça le problème. Et c'est là qu'Afi a vraiment fait une grande faute politique, parce qu'il n'a pas joué franc jeu avec les RHDP. Et c'est pour cela que nous disons qu'Afi, il trahit toujours les siens, mais il trahit toujours ses partenaires. Un homme qui trahit ne peut pas être crédible pour diriger la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui que nous voulons construire, en tout cas moi à mon sens, c'est une Côte d'Ivoire qui va reposer sur l'éthique. L'éthique dans toutes les activités. Il faut que nous sortions du passé où on trouve que quelqu'un peut faire ce qu'il veut et puis on applaudit, on dit non, c'est pas bien grave. Et c'est ce que nous reprochons à Gbagbo. Voilà. Voilà Laurent Gbagbo. Quel est le modèle d'homme que Gbagbo vient donner aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne? Regardez comment il a chassé Simone. Qui ne connaît pas l'histoire de Simone en Côte d'Ivoire? Et c'est un homme comme ça que nous allons prendre comme leader aujourd'hui pour être président de la République. Un homme qui n'a aucune valeur. C'est-à-dire pour lui, la fin justifie les moyens. C'est inacceptable. Il y a un minimum d'éthique en politique. Et moi, c'est Simone qui m'a envoyé au Front populaire ivoirien. Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Et pour le respect que j'ai pour Simone, moi, je considère que Gbagbo, il a échoué. Et à partir de ce moment-là, il faut passer à autre chose. Voilà un peu, peut-être que j'ai une position un peu radicale, mais je crois encore à la vertu de la politique et je crois qu'il existe un minimum d'éthique en politique, ce qu'elle n'incarne plus ni Gbagbo ni Afi N'Guessan. Il nous faut passer à autre chose. Je vais vous dire une chose, vous ne connaissez pas le Front populaire ivoirien. Avec ces gens-là, ce n'est pas possible. Parce que c'est des gens qui manquent d'humilité. Quand Gbagbo s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus récupérer le Front populaire ivoirien, il a créé le PPAC. Afi fera pareil. C'est-à-dire Afi n'est pas prêt. Il fait du FPI sa chose. Afi n'est pas prêt à passer la main. Comment vous pouvez vous entendre? Lui, là, ce qu'il dit, on est dans le même parti. Mais s'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à aller créer leur parti. C'est ce qu'ils nous demandent. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont une mentalité de gourou. Le Front populaire ivoirien, ils ont personnalisé le débat. C'est leur chose. Ils ne sont pas prêts à le céder à quelqu'un. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec eux, soit vous vous sabordez, voilà, soit vous créez un autre parti. Voilà un peu comment ils raisonnent. Sinon, nous n'avons aucun problème de nous rencontrer pour discuter avec eux. Mais ils ne sont pas prêts. Ce ne sont pas des gens humbles, ce ne sont pas des gens qui sont prêts à écouter l'autre. Ils sont trop orgueilleux. Ils se donnent écoutez, ils se donnent un sentiment de supériorité. Je vais vous donner un exemple. Nous étions à une réunion avec Afi N'Guessan, au secrétariat exécutif. C'est moi qui lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais Pascal, mais tu ne peux pas dire que tu ne peux pas nous rendre compte sur ta gestion. Il dit que lui, il ne parle pas aux gens qui pèsent 5 kilos de maïs. Que lui, Afi, là, dans le Moroni, il pèse 5 kilos d'or. Vous pouvez parler, vous pouvez discuter un homme qui pèse 5 kilos d'or. Ça dit qu'il se donne un sentiment de supériorité. Mais ce n'est pas socialiste. Le socialisme combat la discrimination entre les êtres humains. Mais quand tu traites tes amis de 5 kilos de maïs, que toi tu veux 5 kilos d'or, à quel moment tu discutes avec eux? C'est pas possible. Il a fermé la porte lui-même. Il n'est pas prêt à discuter avec les gens. Moi, je pense personnellement qu'il faut qu'on se respecte. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont des gens sérieux et humbles. Personne n'est supérieur à son ami. On a besoin de tout le monde pour construire un monde. Et je pense que si nous rentrons dans cette mentalité, notre pays sera un grand pays en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire aujourd'hui, nous devons penser la Côte d'Ivoire dans 10, 15, 20 ans. Il faut que la Côte d'Ivoire soit, comme on appelle, la capitale politique et économique de l'Afrique de l'Ouest francophone. Pour moi, c'est ça le plus important, mais dans le respect des lois, dans le respect des uns et des autres, voilà, pour que nous pensions une histoire commune, comme on l'a fait pour la CAN.
Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut éviter les discriminations. Lui, là, il vient d'ici, lui, là, il est comme ci, lui, il est comme ça. Non, ça ne sert à rien. Moi, j'ai vu des pays africains où les gens ont dépassé, les Ghanéens ont dépassé ça. Au Nigeria, ils n'en parlent même plus. Au Nigeria, vous ne pourrez pas la différence entre un Yoruba, un Naoussa et un Igbo. Ils sont au-dessus de cela. Au Sénégal, pareil. Donc, il faut bien qu'en Côte d'Ivoire, nous arrivions à aller au-delà, mais il faut que nous nous respections. C'est ça le plus important. Avec AFI, la porte n'est pas fermée, moi je suis ouvert. Hein, je suis par définition un démocrate, ma culture chrétienne veut que je sois tolérant, j'ai été éduqué dans cela. Si un jour il veut qu'on se rencontre pour discuter, on discutera. Mais je pense que, et je leur ai dit, AFI n'est plus à même d'être porteur du socialisme ivoirien. Il nous faut redéfinir le FPI comme un parti pacifique, un parti qui s'inscrit dans la modernité et non pas comme un parti revanchard qui est là pour ressasser le passé. Oui, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Non, il faut aller au-delà. Je pense, en toute honnêteté, que AFI a biaisé le Front populaire ivoirien parce qu'il est obsédé. Il est obsédé par sa volonté d'être candidat aux élections présidentielles. Peut-être qu'il est convaincu qu'il pourra gagner les élections, ce que nous ne croyons pas. Parce que la politique, ce n'est pas le tiercé, où un cheval qu'on appelle le toka peut gagner, peut gagner la course de façon inattendue. La politique, c'est toute une organisation. Le Front populaire n'a que 2 députés. Le Front populaire n'a aucune commune, aucune région. Le Front populaire est absent dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ce sont des données objectives. Voilà, à partir de ce moment-là, le Front populaire, à moins que ce sera pour faire de la figuration, le Front populaire aujourd'hui ne peut pas prétendre gagner l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Moi, je n'y crois pas. Voilà, et je pense que AFI se trompe. Voilà. Mais bon, je pense que ça n'engage que moi. Hein, mais moi, je pense que, connaissant le Front populaire ivoirien, vous ne pouvez pas avoir 2 députés dans un pays. Vous n'avez aucune commune, vous n'avez aucune région. Vous auriez à gagner les élections présidentielles. Bon, peut-être que ce sera la première fois qu'on va vérifier la théorie qui perd gagne. Parce que celui qui a perdu dans le Moronou va gagner aux élections nationales. Je pense que c'est fait de faux calculs. Donc pour nous, aujourd'hui, nous sommes dans une optique de réorienter le Front populaire ivoirien, de le réorganiser, d'en faire une institution pour les générations futures. Parce que nous pensons que la génération actuelle a déjà biaisé le débat. Donc pour nous, AFI ne sera pas un bon candidat pour le Front populaire ivoirien. Ça c'est un. De 2, dans l'autre branche du Front populaire ivoirien, le PPAC, c'est le Front populaire ivoirien. Là-bas aussi, il y a un péché originel. Les gens pensent que c'est Gbagbo qui est le leader. Mais Gbagbo, c'est du passé. Et il faut être objectif pour le dire. Gbagbo, c'est du passé. Voilà. Donc, le discours populiste, tout ça, là, les Ivoiriens sont habitués à ça. Le président Ouattara a un bilan. Il a un bilan. Il a développé des infrastructures en Côte d'Ivoire. Que tu l'aimes ou pas, les infrastructures sont là. Quand tu passes à Solibra, tu vois l'échangeur. Quand tu vas à l'aéroport, tu vois qu'il y a... aujourd'hui, on a un parc des expositions. Le gars, il a un bilan. Voilà. Maintenant, le reste, c'est une question de timing. Enfin, nous savons ce que les Ivoiriens reprochent au RHDP. Les Ivoiriens ont un reproche fondamental au RHDP. C'est la politique de l'ethnicisme. Voilà, on dit que les RHDP, ils font tout entre eux. Mais ça se corrige. Ça se corrige. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat. Voilà, ça se corrige. Et puis, il faut arrêter de murmurer dans les salons. Vous comprenez? Je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire une organisation de la société civile porter plainte contre le gouvernement ivoirien pour tribalisme. Ils ont le droit de le faire. Pourquoi on est la position des juges? Voilà. Mais ils sont là, ils ne font que du bruit. Moi, je suis un positiviste. Hein. Voilà. Moi, je pense. Voilà. Et j'écoute. Si vous estimez que le RHDP repose sur le communautarisme, mais si c'est contre la République, il faut saisir le tribunal. Pourquoi on voit la position des juges sur cette question du communautarisme en Côte d'Ivoire? Non, mais moi, c'est ma façon de voir le monde. Quand on n'est pas d'accord, il faut saisir le tribunal.
Vous comprenez? Même si vous perdez, mais au moins vous avez la position des juges. Vous comprenez? Je ne suis pas d'accord avec, ah si j'ai saisi le tribunal, j'ai perdu par 2 fois. Je vais retirer la décision de justice, je vais lire pour comprendre quelle était la position du juge. Si je ne suis pas satisfait, je vais aller en appel. C'est la même chose. Voilà, donc tout le monde connaît un peu la critique que les gens font. Oui, que le président Ouattara, son affaire de rattrapage ethnique et tout, il repose sur le communautarisme des gens du Nord, etc. Mais ça, si vous n'êtes pas d'accord, saisissez le tribunal. Au moins, on verra la position des juges ivoiriens sur cette question. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Mais en même temps, comme je suis ivoirien, je vois, oui, par moments, ils n'ont pas tort de le dire, parce que c'est un fait réel, mais c'est notre histoire immédiate. Vous comprenez? Mais ça, moi, je pense, hein, parce que je suis quelqu'un de très positif, je pense que ça peut se corriger. Ça peut se corriger, mais c'est anthropologie. Voilà, quelque chose qui est anthropologie ne se corrige pas du jour au lendemain. Vous comprenez? Vous allez dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, peut-être que vous n'avez pas fait attention, il y a toujours un quartier Djoula. Voilà, donc, de façon anthropologique, si vous voulez faire de l'anthropologie politique, nos frères du Nord ont toujours été communautaristes. Ils ont toujours vécu entre eux, et c'est ce qui a été porté à un très niveau politique. C'est ce que les gens ont qualifié de rattrapage ethnique, etc., etc. Mais aujourd'hui, le temps est venu de poser le débat. Si c'est ça qui est le débat, il faut le poser pour que les Ivoiriens en débattent et puis pour que les politiques en tirent les conséquences. Et moi, je suis prêt à faire ce débat, mais je suis contre la violence, aussi bien verbale que physique. Je pense que tous les problèmes peuvent se régler par le dialogue, par la négociation. Et pour moi, c'est ça la noblesse de la politique. Ce n'est pas toujours faire le bras de fer, voilà. Ça ne nous avancera à rien. Bon, du point de vue du Front populaire ivoirien, le partenariat est rompu. Peut-être Afil a dit à son congrès, ils ont pris la décision de rompre le contrat. Au niveau du courant démocratie et valeurs, nous pensons que ce partenariat existe et qu'il est important de le renforcer. Pour nous, c'est clair. Maintenant, bon, comme nous ne sommes pas la direction du Front populaire ivoirien, nous faisons notre bonhomme de chemin, mais nous sommes attachés fondamentalement à ce partenariat parce que pour nous, le RHDP, avec le président Ouattara, incarne la République. Et là où nous sommes aujourd'hui, nous ne voulons plus revenir sur le passé. Parce que ce passé, il est passé. Pour nous, le plus important, c'est de construire la Côte d'Ivoire de demain. Voilà, donc pour nous, ce partenariat, le temps est venu que les Ivoiriens se mettent ensemble pour construire la Côte d'Ivoire de demain. Donc pour nous, le partenariat, c'est un acquis et nous ne sommes pas prêts de revenir en arrière. Moi, personnellement, mon expérience à la mairie de Yopougon, c'est que le partenariat se passe très bien. Je suis en symbiose avec le maire Adama Bictogo et tous les cadres du RHDP avec lesquels je suis dans la commune. Pour moi, c'est un partenariat réel, c'est un partenariat qu'il faut renforcer. Et je pense que l'avenir de la Côte d'Ivoire réside dans les coalitions entre les partis politiques pour que nous évitions les erreurs du passé. Écoutez, peut-être que vous pouvez vous renseigner auprès des militants du Front populaire ivoirien et auprès de certaines personnes qui me connaissent. Moi, d'abord, ma formation, je suis philosophe. Je suis un esprit libre. J'ai toujours écrit mes livres et je m'y plais. Voilà. Je ne suis pas à la recherche d'une renommée, je ne suis pas à la recherche de la fortune. Franchement, je suis pas à la recherche des besoins matériels. Voilà. Moi, je vis mon idéal. Vous comprenez? La preuve, le dernier livre que j'ai écrit, c'est le libéralisme en Afrique. Quand Friedrich Hayek et Milton Friedman sont invités au débat, j'ai réfléchi comment organiser le marché économique africain. Voilà, c'est un peu ce genre de choses que je fais. Voilà. J'ai même écrit un livre qui va apparaître peut-être d'ici le mois de septembre, sur les BRICS. Quelle est cette nouveauté, cette histoire des BRICS et tout? Moi, je mets des réflexions de ce genre, vous comprenez? Voilà. J'ai même deux très belles biographies, mais ça, les Ivoiriens seront contents. Ensuite, Zadi Zaourou, Bernard Zadi Zaourou, l'élégance du langage et de la plume. Voilà, Aris Memel Fauté, une montagne de connaissances. C'est un peu ça mon plaisir, vous comprenez? Mais en même temps, je ne veux pas être un réveil, un théoricien. Voilà, et ma profession d'avocat m'a appris à être pratique. Donc voilà pourquoi je suis sur le terrain pratique dans la politique. Professeur de sciences politiques et politicien. Professeur de droit et avocat. Et la preuve, l'un de mes livres s'appelle La diplomatie africaine, théorie et pratique. J'aime bien allier la pratique et la théorie.
Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça mon caractère. Moi, je n'ai pas de deal avec les gens du RHDP. D'abord, je ne connaissais pas Adama Bictogo. Je ne l'ai jamais vu. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Jusqu'à ce qu'un matin, Afi Nguessa nous dise que dans le cadre du partenariat, de nous mettre ensemble avec le RHDP pour les directions municipales à Yopougon. C'est comme ça que j'ai découvert M. Adama Bictogo. Et quand nous avons gagné les élections, il m'a fait l'honneur de faire de moi le 3e adjoint au maire de Yopougon. Mais je vous dis que ça se passe très bien. Voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes en symbiose avec quelqu'un et que vos relations se passent très bien, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, je claque la porte. Vous comprenez? Mais moi, c'est mon cas. Mais je pourrais vous donner le cas de Sanogo Mamadou, qui est un militant du Front populaire ivoirien, mais qui est en partenariat. On avait fait un partenariat le PDCI, il a la mairie de Cocody, Sanogo Mamadou. Mais quand Afi a signé le partenariat avec le RHDP, quand Afi lui a demandé de rompre ses relations avec la mairie de Cocody, il lui a dit, mais je n'ai aucun problème avec eux. Je me sens bien avec, mon partenaire marche bien avec le PDCI. Donc moi, je reste. Il est resté. Il est aujourd'hui, il est toujours adjoint au maire de Cocody, Sanogo Mamadou. Et ça se passe très bien. C'est-à-dire que ce que je veux dire, que les Ivoiriens arrêtent de penser que tous ceux qui marchent avec le parti au pouvoir sont à la recherche de gains. Ce n'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas vrai. La politique repose sur la seule appréciation des réalités du moment. Voilà. À un moment donné, le partenariat est utile. Nous sommes en partenariat de la RHDP et ça marche très bien. Il faut le renforcer. 2, il faut arrêter les préjugés, les commérages, etc. Moi, quand j'ai travaillé avec Adama Bictogo, beaucoup de gens m'ont appelé pour dire, mais Pierre, tu ne pourras jamais travailler avec lui, etc. Ils ont dit plein de choses. Mais j'ai découvert notre homme. Un homme ouvert, voilà, un homme de dialogue, hein, avec qui tu peux échanger. Et puis j'ai trouvé en lui un homme affable, aimable, qui fait de la politique, mais qui fait de la politique sociale. Et je suis un socialiste, ça me convient. Vous comprenez? Voilà pourquoi je ne veux pas rentrer dans ce débat. Non, il n'y a pas de deal. Moi, je pense que le RHDP, après 10-15 ans de pouvoir, peut gérer la Côte d'Ivoire sans forcément être en partenariat avec le FPI. Donc, s'ils ont accepté d'être en partenariat avec nous, bon, tout est à son honneur. Mais il n'y a pas de deal. Ça, je peux vous le dire. On peut même aller plus loin. Je peux vous dire que le maire, un adjoint au maire dans les communes de Côte d'Ivoire gagne 147 000 de francs CFA. Parce que la fonction de maire est gratuite. Voilà, c'est ce que dit la loi. Donc, il n'y a pas d'avantage en tant que tel. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un deal. Mais c'était une volonté de construire la réconciliation nationale, une volonté de construire la paix, et de nous amener au partenariat de RHDP. Et je veux que nous restions dans cette dynamique. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. On peut faire la politique sans violence et sans injure. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir le monde. La paix de Bono est un échec. C'est un échec. Parce que Laurent Gbagbo est dans un esprit de revanche. Depuis qu'il est revenu de la haie, il n'a posé aucun acte dans le sens de la réconciliation des Ivoiriens. D'abord, à l'intérieur de son propre camp, il a divisé son propre camp en créant le PPAC. D'accord? Parce que Laurent Gbagbo, il ramène tout à sa personne. C'est-à-dire que le socialisme ne peut exister en Côte d'Ivoire que par rapport à lui. Voilà. La preuve, regardez comment M. Awadon Melo est traité au sein du PPAC. Ça dit qu'on ne veut pas entendre notre son discordant. D'accord? Donc, l'appel de Bono, c'est un appel de soutien à Laurent Gbagbo. Soit Afi accepte de rejoindre le PPAC pour soutenir Gbagbo, dans ce cas, il n'est plus candidat à l'élection présidentielle, mais Gbagbo ne va jamais soutenir Afi. Ça, ce sera un miracle. Vous comprenez? Parce que ça, c'est le vécu quotidien des Ivoiriens. Et tu fais un appel à Bono. Bono, tu es chez Simone. Bono, tu es chez Simone. Voilà. Donc, quelle est la place de Simone dans son appel? Il ne répond pas à cette question. Voilà. Donc, pour moi, c'est un échec. Et je pense personnellement que c'est de là que vient tout le problème de l'opposition ivoirienne. À partir du moment où les gens ramènent tout à leur personne, nous pouvons avoir une opposition crédible. Vous imaginez Gbagbo appeler à voter Thiam? Moi, j'aimerais bien voir ça. Mais je n'y crois pas.
Voilà. Et quand je regarde tous les jeunes autour de Gbagbo, les Damana Picasse, les Stéphane Kipré, les Kone Katina, etc., écoutez leurs discours. Tous leurs discours tournent autour du nom de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ne sont même pas capables de prendre leur indépendance. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont en réalité des instruments pour la cause de Laurent Gbagbo. Ce que moi, je ne peux pas faire. Moi, je ne veux pas être l'instrument de quelqu'un. Voilà. Je pense que moi, j'aime faire... je veux faire passer mes idées. Voilà. Et si demain, au pire des cas, je peux faire contribuer ce Kofi, sortir de la politique, écrire mes livres, et puis bon, penser la Côte d'Ivoire autrement. J'ai même appris, je suis très triste. On dit que Mamadou Koulibaly dit qu'il s'est retiré de la politique. Ça m'a fait de la peine. Parce que le professeur Mamadou Koulibaly, dans mon approche libérale de l'économie, c'était une référence. Alors s'il dit qu'il se retire de la politique, ça me fait un peu un pincement au cœur, mais je pense qu'il n'a pas tort. Parce que quand tu vois comment évolue le socialisme en Côte d'Ivoire, avec tous ces populistes, à un certain moment, tu te dis, bon, mais autant me consacrer à mes recherches, écrire mes livres et puis passer à autre chose. Vous comprenez? Donc, la paix de Beaunois, c'est un échec. Et aujourd'hui, la paix de Beaunois a affaibli l'opposition ivoirienne. Voilà, c'est un appel sans avenir. En fait, c'est un peu comme, comment on appelle ça? C'est comme si Laurent Gbagbo voulait se donner encore de la contenance pour dire que voilà, les gens vont se regrouper autour de moi, mais les gens ne sont pas prêts à se regrouper autour de lui parce qu'il a commis trop d'erreurs. Voilà, trop d'erreurs politiques. On n'a pas besoin de ressasser tout cela aujourd'hui, mais nous pensons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire mérite mieux. Voilà. Si les Ivoiriens pensent que le système actuel a beaucoup de défauts, mais il faut améliorer les défauts. Parce que ce que les Ivoiriens oublient, comparaison n'est pas raison. Mais Ouattara n'est pas un président paresseux, comme Biya. Biya, c'est un président paresseux. Les Sassou Nguesso, je suis allé dans ces pays. Regardez le Cameroun, 42 ans de pouvoir de Biya, il n'y a pas de route. Ça, c'est les présidents paresseux. Vous allez au Congo, il n'y a même pas d'eau potable avec Sassou Nguesso. Lui aussi, il a fait 40 ans de pouvoir. Ce sont des faits qui sont là, devant nous, qu'on voit. Mais ici, malgré son âge, il a un bilan. Et il appartenait aux Ivoiriens d'en tirer les conséquences. Voilà, pour moi, que Tidjam Tian gagne les élections ou Ouattara gagne les élections, peu importe, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et il faut que nous soyons dans cet esprit où on fait une élection, le lendemain, tout le monde va au travail. Voilà un peu mon ambition. La politique sans injure, sans violence. Moi, je n'ai jamais cru en Gbagbo rassembleur. Jamais. J'ai été triste de voir comment il a perdu le pouvoir. Mais bon, c'est ça aussi le jeu politique. C'est ça aussi le jeu politique. Mais Gbagbo n'a jamais été un rassembleur. Gbagbo est rassembleur que autour de sa personne. Donc, moi, je ne suis pas surpris de tout ce qui est arrivé. Voilà. Et puis, il était à La Haye quand il y a eu la querelle avec le camp Afi, les Gbagboiens et Afi. On a eu le temps d'examiner toute cette problématique. On a eu le temps d'interroger des proches de Gbagbo. On a eu le temps d'interroger ceux qui allaient lui rendre visite à La Haye, etc. Non, Gbagbo n'est pas dans un esprit de rassemblement. Gbagbo, c'est Gbagbo ou rien, tout simplement. Gbagbo n'a rien à faire le rassemblement de la gauche. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est Gbagbo président. C'est tout. Et si vous avez compris cela, alors vous connaissez Gbagbo. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'attends que Gbagbo appelle à voter Stiam. Puis c'est dans partenaire le PDCI. Donc j'attends de voir cela. À partir de ce moment-là, vous viendrez me dire, ah, professeur, vous avez dit que c'était, il a fait quand même. J'ai dit, ah oui, j'ai eu tort. Et que je présente mes excuses à Gbagbo et à la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas son tempérament. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui ramène tout à sa personne. J'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. Il a été président de la République, voilà, il a souffert, voilà, quelqu'un qui a fait plusieurs fois la prison et tout et tout. Mais c'est un destin politique particulier. D'accord? Mais Gbagbo, ce n'est pas un rassembleur.
Voilà, c'est pas un rassembleur, c'était diviseur. C'est-à-dire, même quand il était au pouvoir, il a divisé le FPI. Il a même créé, peut-être que vous avez un peu oublié, mais en fait, le FPI, il a créé le CNRD. Après le CNRD, il a créé la LMP. Toujours, c'est quelqu'un qui crée toujours des structures, voilà, pour affaiblir quelqu'un avec lequel il n'est pas d'accord. Vous comprenez, quand il a compris que le FPI lui échappait, il a créé le CNRD. Quand il a vu que le CNRD lui échappait, il a créé la LMP. C'est comme ça que le Laurent Gbagbo fonctionne. Donc c'est un diviseur dans l'âme et dans l'action. Donc moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'il rassemble le Front populaire ivoirien. Donc je ne suis vraiment pas surpris qu'il soit arrivé et qu'il ait créé le PPACI, là où les militants, certains militants irréductibles, c'est-à-dire les naïfs, pensaient que Gbagbo allait rassembler le Front populaire ivoirien. Mais non, c'était pas, ça n'a jamais été dans son ADN. Donc il a créé le PPACI pour affaiblir non seulement... Après, il a dit qu'il laisse le FPI une enveloppe vide à Afi Nguessa. Il a créé le PPACI. Donc aujourd'hui, quand il fait l'appel de Bonois, et puis l'appel est parti de premier... Quelle autre partie de l'opposition il y a en Côte d'Ivoire? Rassemble d'abord ta propre chapelle. Voilà, il n'a pas été capable de rassembler sa propre chapelle. Et mieux, jusqu'au moment où vous demandez, nous faisons cette interview, il n'a jamais reçu Afi Nguessa. Voilà, c'est là aussi, c'est là le Laurent Gbagbo. Parce que pour Laurent Gbagbo, Afi ne représentait rien dans ta perception de la politique. Pour Laurent Gbagbo, chacun est un instrument pour qu'il atteigne ses objectifs. Laurent Gbagbo, dans la politique, il n'a lu qu'un seul livre, Machiavel. La fin justifie les moyens. Oh, il y a d'autres auteurs en politique. Il y a Aristote, il y a Cicéron. Il y a eu d'autres auteurs. Il y a Ramsès II. Il y a la philosophie Ubuntu. Il y a bien d'autres philosophies dans lesquelles nous pouvons tirer le meilleur de nous-mêmes pour développer l'Afrique. Or, lui, c'est la fin qui justifie les moyens. À partir de ce moment-là, c'est un populiste. Voilà, c'est un populiste. Et avec un nom comme ça, on ne peut pas parler de rassemblement. En tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas parier sur la capacité de Gbagbo à rassembler les socialistes ivoiriens, à plus forte raison l'opposition ivoirienne. Ça, ce n'est pas possible. Il appartient aux gens encore lucides de construire quelque chose de nouveau et de comprendre que si on veut créer un parti socialiste en Côte d'Ivoire, il faut partir de nouvelles bases. Et que le temps de Gbagbo, le temps de Afi, ces deux temps sont passés. Peut-être pourrions-nous construire quelque chose de nouveau avec le temps, j'ai dit comme ça, tout bête, le temps de Katina, le temps de Domelo, le temps d'Agogodé. Voilà, il faut une nouvelle génération. Sinon, cette génération, c'est fini. Il n'y a plus rien à attendre d'eux. Et puis bon, on aura le temps de discuter avec des jeunes de notre génération au PDCI, Tidjane Thiam, Jean-Luc Bion, au RADP, Cissé Bakongo, Fidel Sarasoro, Téné Brahima, Adama Bictogo, etc. Et voilà. C'est une nouvelle génération pour donner envie aux Ivoiriens de faire la politique et puis pour construire ce pays dans la paix et construire la prospérité nationale. Je n'en dirai rien par charité. Je n'aime pas juger Laurent Gbagbo, ça me dérange un peu. Parce que c'est un monsieur qui a un destin politique particulier. En 1972, il fait la prison pour la première fois à Séguéla. En 1982, il va en exil. C'est une autre forme de prison. En 1992, il est en prison, après les événements de février. Vous comprenez? En 2002, il connaît les rébellions. Et puis, chemin faisant, en 2011, il se retrouve en prison à la CPI. Vous voyez un peu le destin de l'homme? Donc, je pense qu'il faut en tenir compte quand vous faites une analyse. Parce que quoi qu'on dise, en sciences politiques, nous étudions le destin politique des hommes politiques. On a étudié Franklin Roosevelt, on a étudié Napoléon, on a étudié le tsar, Nicolas, etc., etc. Donc, chaque homme a un destin politique. Voilà, donc, je ne parlerai pas de bilan. Voilà, parce que les 10 ans de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, ça a été du gâchis, tout simplement, parce que nous avons vécu une société désintégrée. Voilà, il y a eu les rébellions, la Côte d'Ivoire a été coupée en deux, on n'avait pas une armée, voilà, parce que si la rébellion a prospéré, c'est parce qu'il n'y avait pas une armée digne de ce nom. Parce que quand vous êtes chef d'État, il y a ce qu'on appelle les oreilles de la République, les renseignements généraux, l'espionnage, le contre-espionnage, des gens qui vous font des rapports au quotidien.
C'est à vous de gérer l'information. Vous comprenez? Un État trop sérieux. C'est un échec de Laurent Gbagbo. Il n'a pas su gérer les informations. Donc on ne peut pas accuser la France. C'était son incompétence. Voilà, c'était son incompétence. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir une puissance nucléaire contre vous et puis dire que vous pouvez la combattre comme ça. Ça, ce n'est pas possible. Et mieux, quand vous regardez bien pendant cette période, mais Laurent Gbagbo a toujours voulu être l'ami des Français. Alors que là, tout le monde lui disait que c'est la France qui te fait la guerre. Mais il était convaincu d'être l'ami des Français. Après, il a renouvelé tous les contrats économiques des entreprises françaises. Il le dit lui-même dans son livre avec Mattei. Et pourtant, je leur ai tout donné. Donc, Laurent Gbagbo, c'était pas un homme de rupture avec la France. C'était un France-africain. Après, il finance même la campagne de Chirac. Vous comprenez? C'est ça aussi le populisme. Il finance la campagne de Chirac. C'est de l'incompétence. Moi, je mets ça carrément sur le compte de l'incompétence. Donc, je n'aime pas trop. Donc, on ne peut pas parler de bilan, de machin et tout. Non, il n'en a pas parce que, bon, il ne pouvait pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, les conditions dans lesquelles Gbagbo est arrivé au pouvoir, après le coup d'État de Guéhi et après ces élections, que lui-même il qualifiera de calamiteuses, franchement, la première des choses qu'il fallait faire, mais c'est d'organiser le système sécuritaire de son pays. Il n'a pas été capable de le faire. Donc moi, personnellement, je ne le juge pas parce que je pense qu'il a suffisamment souffert dans sa chair, mais du point de vue politique, c'est un populiste. Et généralement, les populistes sont incompétents. Prenez le cas de la Guinée. Sékou Touré fait un discours le 28 septembre 1958. La Guinée préfère la liberté dans la pauvreté. Et la liberté dans la pauvreté, depuis qu'un pauvre est libre. Mais les gens applaudissent. Ça, c'est un discours populiste. Voilà. Depuis quand? Il dit la Guinée préfère la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Il a vu un homme riche être esclave. C'est faux. Mais c'est des discours, quand tu les entends, ça résonne bien dans les oreilles. La liberté dans la pauvreté. Un pauvre n'est pas libre. Ça n'existe pas. Ni du point de vue philosophique, ni du point de vue anthropologique. Un pauvre, il est esclave. L'opulence dans l'esclavage, ça n'existe pas. On ne peut pas être opulent dans l'esclavage. Quand on est riche, on est libre. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut se payer ce qu'on veut. Mais ce sont des discours que les gens écoutent. Donc les gens sont heureux d'entendre ce genre de discours. Ce genre de discours-là, c'est du populisme. Aujourd'hui, quand vous regardez la Guinée n'a pas décollé. Voilà. Donc il faut que nous apprenions en Afrique à sortir des discours populistes. Parce que les enjeux sont importants. Nous sommes 1 milliard, plus d'1 milliard sur le continent africain. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'enjeu. Il ne s'agit pas de faire des discours. J'entends souvent les cyberactivistes panafricains, etc., qui tiennent des discours, machin. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il s'agit de construire le développement économique et social de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? Avec ou sans la France? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'enjeu. Donc, nous ne perdons pas notre temps dans les faux discours. Vous comprenez? Il nous faut être concret, pratique et pragmatique pour faire décoller l'Afrique. C'est ça l'enjeu. Et moi, personnellement, je pense que la Côte d'Ivoire doit être le pivot de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et nous devons travailler à cela, mais dans la paix et la non-violence. C'est là tout mon combat politique. Mais pour qu'il ramène tout à sa personne. Au Sénégal, Sanko a été exclu, non? Mais il a choisi quelqu'un d'autre, Diomaye Faye. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ramener tout à sa personne. C'est ça la grande faiblesse de Laurent Gbagbo. On ne peut pas tout ramener à sa personne. Mais s'il n'a pas son nom sur la liste électorale, mais qu'il saisisse le tribunal, ou c'est un ancien chef d'État, il ne peut pas rendez-vous le président Alassane Ouattara, il peut discuter de ça d'homme à homme. Oui, parce que c'était un ancien chef d'État. Laurent Gbagbo a le numéro de téléphone du président Alassane Ouattara. Il peut l'appeler. Puis lui dire, il faut qu'on se rencontre. Et puis il peut discuter entre eux. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Il peut discuter à deux. Si ça ne marche pas, Laurent Gbagbo peut
rencontrer les chefs religieux du COSIM, ou bien de l'archevêché ou de l'église évangélique, allez-y voir le président de la République. Que je n'ai pas mon nom sur la liste électorale, voilà, voilà, voilà. Ceux aussi peuvent aussi servir d'intermédiaire. Si ça ne marche pas, il y a les chefs coutumiers. Il y a plusieurs manières de négocier pour que son nom soit sur la liste électorale. Si après toutes ces démarches, son nom n'y est pas, mais qu'il choisisse quelqu'un d'autre, comme l'ont fait les Sénégalais. Parce que Dieu ne parle pas aux hommes autrement. Hein. Le cas du Sénégal est là. Nul n'est indispensable. Donc que Gbagbo fasse la promotion d'un cadre du FI ou du PPAC qui gagne les élections et puis qui remet son nom sur la liste électorale. Moi, je pense que ça, c'est faisable. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, sur la question que vous posez, le courrier de l'ONU, mais ce n'est qu'un courrier. Un courrier n'engage pas l'ONU. Un courrier ne s'impose pas à un État. Les seules décisions de l'ONU qui s'imposent à un État sont les décisions du Conseil de sécurité. Ce sont les décisions du Conseil de sécurité qui ont force juridique obligatoire à l'égard de tous les États membres. En dehors de cela, tout le reste, courrier, rapport, etc., ne font que des recommandations. Mais les recommandations en droit n'ont pas force juridique obligatoire. Vous comprenez? Donc il faut arrêter de manipuler la population pour dire l'ONU a envoyé un courrier de dire de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais ça n'engage pas l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui apprécie et qui juge de l'opportunité de le faire ou de ne pas le faire. Voilà, donc moi j'ai été l'avocat de Gbagbo. J'ai fait partie des avocats qui ont défendu Gbagbo dans la casse de la BCEAO. Je crois que c'est là qu'il a été condamné à 20 ans et tout ce qui le rend inéligible. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est un ancien chef d'État. Il sait ce qu'il a à faire. Il peut rencontrer le président Alassane Ouattara. Il peut faire du lobbying avec tous les réseaux, je pense qu'il en a. Voilà, pour intervenir auprès du président Ouattara, peut-être trouver des arguments. Voilà, et puis bon, en dernier ressort, c'est le président de la République qui décide, en jugeant de l'opportunité, voilà, de sa candidature. Dans les cas contraires, ben, que le PPAC présente un autre candidat à la place de Laurent Gbagbo. Et ce ne sont pas les cadres qui manquent au RHDP, au PPAC. Les Hubert Oulaye, c'est quand même des gros calibres. Voilà, les TIV, Gervais, etc. Les professeurs Wonien. Voilà, il y a des cadres au PPAC. Pourquoi on veut toujours tout ramener à la personne de Laurent Gbagbo? Moi, personnellement, je trouve ça vraiment iconoclaste. Il faut passer à autre chose. Voilà, il ne faut pas rester fermé sur non, il faut que Gbagbo soit si je lis un peu les dieux. Pourquoi Gbagbo ne serait pas sur la liste? Si Gbagbo n'est pas sur la liste, il n'y aura pas d'élection. Mais pourquoi? Pourquoi? Gbagbo n'est qu'un mortel, comme tout le monde. Voilà, nous sommes plus de 30 millions d'Ivoiriens. Donc pour un seul homme, on va détruire ce pays? Non. Gbagbo n'est pas sur la liste, il n'est pas sur la liste électorale. Voilà. Que les Ivoiriens choisissent le candidat qui va gagner les gens qui mettra le nom de Gbagbo sur la liste électorale, c'est tout. Et ça, les Sénégalais nous ont donné l'exemple. Non, je pense qu'on peut faire la politique sans donner... Ça dit que les gars posent mal la problématique du nom de Gbagbo sur la liste électorale. Ils posent cette problématique comme une injonction au président de la République. Si vous posez la problématique en termes d'injonction au président de la République, ça ne se fera jamais. Ce n'est pas possible. Parce qu'un individu ne peut pas s'imposer à un État. Parce que le président Ouattara n'incarne pas sa personne, il incarne l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, ça veut dire que désormais, l'État de Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne ou toutes les décisions peuvent prendre des décisions et pour un individu, du jour au lendemain, on change la décision. Non. Si vous êtes républicain, utilisez des voies républicaines pour régler votre problème. Et les voies républicaines, dans toutes les sociétés, il y en a deux. Soit la voie judiciaire, soit la voie pacifique de la négociation. Et moi, je pense que Gbagbo doit explorer l'une des deux voies. Voilà. Et il a suffisamment d'avocats en Côte d'Ivoire pour porter ce message et puis pour qu'on puisse aller de l'avant. Écoutez, moi, j'ai assisté au procès de la CAD de la BCEAO. Gbagbo n'était pas là, mais il y avait Akimbo, il y avait son premier ministre, son ministre de l'économie et des finances, Désiré Dallo, qui était à ce procès. Il n'y avait que lui et Kone Katina qui n'étaient pas là. Katina était encore en exil. Le procès a eu lieu et il y a eu une condamnation. Ce sont des choses réelles. D'accord? Est-ce qu'il a été condamné? Est-ce qu'on lui demande de reconnaître ou de ne pas reconnaître? On lui dit tout simplement que comme ton nom n'est pas sur la liste électorale, utilise les voies judiciaires ou
des négociations pour que ton nom y soit. Ce n'est pas une question de reconnaissance, mais quand tu ne le reconnais pas, bon, si tu ne le reconnais pas, mais ton nom n'est pas, est-ce que ça règle ton problème? Ça ne règle pas le problème. Donc ce n'est pas une question de reconnaître ou de ne pas reconnaître. C'est une question de comment je fais pour que mon nom soit sur la liste électorale. Soit j'utilise la voie judiciaire, soit j'utilise la voie politique. Et la voie politique, la meilleure voie politique, c'est la négociation. Et moi, c'est ce que je conseille à mes amis du PPAC. Soit vous saisissez le tribunal pour réformer la décision qui condamne Gbagbo, qui fait qu'il n'a pas son nom sur la liste électorale. Si cela n'est pas possible, utilisez la négociation politique. Peut-être que le président peut prendre une loi d'amnistie. Mais tout dépendra du contexte, de la manière dont vous présentez les problèmes. C'est de ça que je veux parler. Voilà. Mais je veux qu'on sorte de toujours vouloir faire un bras de fer avec le parti au pouvoir. Voilà. Non, la Côte d'Ivoire a dépassé cela. Moi, je pense que notre pays a beaucoup de potentialités. Il faut dépersonnaliser les débats politiques et il faut faire la politique de façon intelligente, sans injure, sans violence, dans la paix. La paix, c'est le seul héritage que nous a laissé au Houphouët-Boigny. Et avec tout ce que nous avons vécu ces dernières années, chacun de nous doit savoir ce que vaut la paix. Sans la paix, nous n'aurons pas fait cette interview. Vous connaissez la dette des États-Unis? Ils sont la première puissance économique mondiale. Tous les pays sont endettés. C'est ça encore le discours populiste. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire n'est pas plus endettée que n'importe quel pays. Voilà. La dette s'inscrit dans la gestion courante d'un État. Tout dépend de ce que vous faites avec l'argent que vous prenez. C'est tout. Voilà. Le président Alassane Ouattara, c'est un économiste. Voilà. Il est entouré de conseillers, juristes. Il est entouré de beaucoup de personnes. D'accord? Donc, notre dette n'est pas plus que la dette française. La dette française est à plus de 120% du produit intérieur brut de la France. Nous ne sommes qu'autour de, je crois, 58% ou 68%. C'est une dette supportable. Tout dépend de la politique économique que nous menons. Voilà. Si on avait pris tout cet argent-là et puis on n'avait rien fait avec, on allait dire, ah mais il y a un problème. L'argent a été utilisé. Bon, je ne suis pas un auditeur, hein, mais je pense que les infrastructures sont visibles. Peut-être plus tard, on fera le bilan. Voilà. Mais je n'aime pas le discours populiste. La preuve. Gbagbo ne dit pas que la dette ivoirienne est colossale. Il dit c'est Digba dette. C'est quoi le mot Digba? Il vient encore dans son langage populiste pour dire qu'il est l'enfant du peuple, quoi. Donc il parle comme les gens de Yopougon, Digba dette. Ça, ce n'est pas le langage d'un chef d'État. Prenons la Côte d'Ivoire au sérieux. Nous avons une dette, c'est vrai, qui est très élevée, c'est vrai, mais nous devons faire attention pour ne pas qu'il y ait des dérapages. Les enjeux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la lutte contre la corruption, c'est un minimum d'éthique, d'accord, un minimum de transparence pour que ce pays puisse prendre son envol. Créer des conditions de la sécurité des biens et des services, ce sont les enjeux de notre société. Vous comprenez? Il faut sortir des caricatures. Moi, je ne suis pas dans les caricatures. Vous comprenez? Et je pense que chacun peut avoir son opinion sur la dette ivoirienne, etc., etc. Mais au jour d'aujourd'hui, la dette nous a permis de développer un certain nombre d'infrastructures. Voilà, donc personnellement, je ne crois pas que la dette ivoirienne soit au-delà des capacités de remboursement de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup de réformes à faire. Hein. Moi, personnellement, dans mes cours à l'université, dans mon cours d'économie politique, je prends un seul exemple. Le problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est d'élargir l'assiette fiscale. Par exemple, on ne peut pas, moi, personnellement, je trouve inacceptable que l'impôt foncier en Côte d'Ivoire représente à peine 23% de l'impôt général en Côte d'Ivoire, avec toutes les maisons qui se construisent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne payent pas leur impôt foncier. D'accord? Quand vous regardez, par exemple, à Abidjan, toutes les grosses voitures qui circulent, mais ça veut dire qu'il y a des revenus qui ne sont pas déclarés. Vous comprenez? Il y a un travail à faire, mais ça se fait avec le temps. Hein, d'accord? Quand vous prenez, par exemple, un fonctionnaire ivoirien qui paie des études à ton fils aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des revenus qu'il ne déclare pas. Il y a des revenus qui sont cachés. Mais ça, c'est la lente construction de l'État. L'État est une dynamique. Il faudra que nous arrivions un jour à ce que les Ivoiriens remplissent des fiches d'impôts à partir du mois de décembre
d'accord, pour déclarer tous leurs revenus. Et c'est cela la modernité. Vous comprenez? C'est cela la modernité. Et parce que je sais, moi j'enseigne la science politique, j'enseigne l'économie politique, je travaille souvent avec les amis du Trésor, des impôts, je fais des recherches et tout. Et en Côte d'Ivoire, les gens ne payent pas l'impôt foncier. Les gens ne payent même pas l'impôt. Si vous arrivez aux impôts, là, je prends un quartier comme les Deux Plateaux, vous verrez qu'ici aux Deux Plateaux, 75% des propriétaires de maisons ne sont pas à jour de l'aide d'impôt. Voilà. Ça, ce sont des challenges que nous devons construire. Et moi, je pense qu'on peut le faire sans trop de bruit. Notre dette n'est pas plus colossale que la dette américaine. Notre dette s'inscrit dans la dette normale d'un État qui veut construire sa modernité. C'est ce qu'il faut retenir. Je pense qu'il faut éviter la polémique inutile. D'accord? Le débat sur le deuxième ou le quatrième mandat du président Alassane Ouattara est désormais derrière nous. Il y a eu une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Il y a eu un référendum. La constitution a été adoptée. Le président Ouattara a été élu en 2020. Les gens ont fait un recours devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a validé les élections. Les décisions du Conseil constitutionnel ont autorité absolue de la chose jugée, c'est-à-dire que ça s'impose à tout le monde. D'accord? Donc, la porte est ouverte pour que le président Ouattara soit candidat à un deuxième mandat sous la 4e République. D'accord? Si on est des juristes, il faut s'en tenir à cela. Donc le problème, ce n'est pas que Ouattara est candidat ou n'est pas candidat. Le problème, c'est que est-ce que ses adversaires sont prêts à l'affronter? C'est à eux de s'organiser. C'est à eux de s'organiser pour l'affronter. Et puis s'ils gagnent, ils gagneront. S'ils perdent aussi, qu'ils reconnaissent qu'Alassane a gagné et puis on passe à autre chose. Moi, personnellement, une 4e candidature ou une 2e candidature du président Alassane Ouattara ne me dérange pas. Voilà. Le plus important, c'est la stabilité des institutions en Côte d'Ivoire. Le plus important, c'est la paix. Le plus important est que celui qui gagne les élections, le perdant reconnaisse que le vainqueur a gagné et puis on passe à autre chose. Parce qu'il n'y a pas que la politique dans un pays. Il y a bien plus d'autres choses que là. Il y a une vie après la politique. Vous comprenez? Ne faisons pas une obsession sur la chose politique. Donc, il faut sortir comment dirais-je, c'est cette idée qui veut que non, il a trop duré au pouvoir, donc il doit... Oufou a fait 33 ans. Il était où? Oufou a fait 33 ans. Et ceux-mêmes qui parlent du mandat de président, ils sont tous pour Poutine. La plupart des opposants ivoiriens, là, ils sont d'accord les pays de l'AES. Mais les pays là, ils ne sont pas dirigés par des démocrates. Il y en a même qui disent qu'ils sont des alliés de Poutine, mais Poutine, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Vous comprenez? Parce que dans le fond, mon cher ami, je vais vous le dire, dans ma carrière de professeur de sciences politiques, j'ai eu à voyager beaucoup. J'ai posé une fois une question aux Chinois à l'université de Shanghai. Quel sens donnez-vous à la démocratie? Pour vous, la démocratie, c'est quoi? Les Chinois m'ont dit la démocratie, c'est donner manger au peuple. Les Chinois sont heureux, ils mangent, ils dorment, ils ont leur maison. Pour nous, c'est la démocratie. Il dit, mais et le pouvoir pour le peuple, par le peuple, c'est quoi dans la pays? Il dit que, ah bon, ça, ils ne sont pas au courant. Pour eux, la démocratie, c'est construire l'économie, le développement de la Chine, faire de la Chine la première puissance du monde. C'est ça la démocratie chinoise. Aujourd'hui, tout le monde est content de voir la Chine investir partout en Afrique. Est-ce que la Chine est un pays démocratique? Donc, pourtant, tout le monde prend l'argent des Chinois. Donc ça, c'est un premier. Deuxième exemple, j'ai eu à discuter des amis russes. Je leur ai posé la question. Mais chez vous, il n'y a pas la démocratie? Ils m'ont dit, comment ça? J'ai dit, mais pour vous, la démocratie, c'est quoi? Les Russes disent que la démocratie, chez nous, c'est la sécurité d'abord. On ne veut pas être envahi par notre État. Pour nous, la démocratie, c'est la sécurité. Après la sécurité, il faut donner à manger aux Russes. C'est ça la démocratie chez nous. Il dit, mais ça fait 20 ans que Poutine est au pouvoir. Il dit que non, ça, c'est pas la... Pour eux, là, 20 ans, mais il assure la sécurité, c'est ça qui est la démocratie. Vous comprenez? Ça, c'est la conception russe de la démocratie. Et puis, comme j'ai l'habitude d'aller aux États-Unis, j'ai discuté avec mes amis américains. Pour vous, la démocratie, c'est quoi? Ah, mais Pierre, quelle question tu nous poses? Il dit, non, je veux savoir. Et chez nous, la démocratie,
Ben, Pierre, mais comment on appelle les pères fondateurs ont défini la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. J'ai dit, mais l'Arabie Saoudite n'est pas démocratique, pourtant vous êtes votre allié. Il dit non. À l'intérieur, nous, c'est ça, l'extérieur, ça ne nous intéresse pas. La démocratie est un instrument de politique étrangère pour les États-Unis. Je vous donne ces exemples pour vous dire quoi. Ne nous focalisons pas sur la conception de la démocratie de façon théorique. Chaque peuple a sa culture. Et l'Afrique devait construire sa voie. Et aujourd'hui, des intellectuels africains ont théorisé ce qu'on appelle la philosophie de Ubuntu. La philosophie de Ubuntu qui veut que l'Afrique pense son développement par elle et pour elle-même. Donc, ne nous focalisons pas sur des théories qui ne nous font pas avancer. Beaucoup de gens apprécient aussi le Rwanda. On dit le Rwanda, c'est une... Kagame au pouvoir depuis combien d'années? Plus de 20 ans. Pourtant, tout le monde est d'accord que le Rwanda, avant, quand les gens prennent des exemples sur le Rwanda, ce sont des exemples de démocratie. Donc, il nous faut être réalistes. Moi, je ne fais pas l'apologie de la dictature ou des régimes dictatoriaux ou forts. Mais ce que je veux dire, chaque peuple doit construire ses institutions selon ses valeurs. D'accord? Les Ghanéens arrivent à faire des alternances pacifiques. On l'a vu. Les Sénégalais ont failli rater le coach, mais ils ont réussi à avoir une alternance. D'accord? En Côte d'Ivoire, faire donc preuve de maturité. Voilà. Il appartient à l'opposition de s'organiser. Voilà. Et puis de battre le président actuel aux élections. Si le président actuel gagne aussi les élections, il faut que l'opposition l'accepte. Voilà. Mais vous ne pouvez pas... ce que je reproche un peu à l'opposition, c'est comme cette équipe nationale qui veut jouer la CAN, mais qui choisit ses adversaires. C'est-à-dire tout le monde veut des élections en Côte d'Ivoire, mais sans Ouattara. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Ouattara sera candidat, battez-le aux élections. Voilà. C'est ce qui est démocratique, c'est là qu'on vous attend. Donc, il ne faut pas, moi, je ne rentre pas dans ce débat. Comme je vous l'ai dit d'entrée, l'État, c'est une dynamique. Si vous restez dans une station statique, vous n'êtes plus dans la dynamique. D'accord? Voilà. La cherté de la vie, mais tout est cher partout dans le monde. Partout dans le monde, tout le monde est confronté aux mêmes réalités. Le changement climatique, l'augmentation du coût de l'énergie, etc. D'accord? On sait que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Donc, il appartient... Mais ça, c'est une question de gouvernance. Vous comprenez? Et ça, c'est le rôle de la société civile, des partis politiques. Il faut faire les débats. La vie est chère, alors... si la vie est chère, alors... il faut amener le gouvernement à prendre des politiques pour qu'il y ait des filets sociaux. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi la vie est chère en Côte d'Ivoire? Parce que les Ivoiriens n'ont pas de crédit à la consommation. Ici, on paye tout cash. Or, dans les pays libéraux, démocratiques, les pays modernes, on ne paye plus cash. Tout le monde vit à crédit. Il n'y a pas de crédit à la consommation en Côte d'Ivoire. Moi, si je rencontre le président Alassane Ouattara, je lui dirais, monsieur le président, votez une loi pour rendre universel le crédit à la consommation. Je vous donne un exemple tout bête. Le crédit en Côte d'Ivoire est trop cher. D'accord? Le crédit est trop cher. Vous voulez un crédit à la banque, le crédit est au moins à 4%, sinon à 12%, dans le pire des cas à 23%. C'est trop élevé. D'accord? Ça, c'est un. Deux. Dans certains pays que j'ai eu à visiter, quand vous faites un chèque de moins de 10 000 francs, on paye. C'est une manière de lutter contre la pauvreté. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait... On peut créer une commission pour la lutte contre la vie chère, pour faire des propositions. Je n'ai pas la solution. Je ne pourrais pas vous dire maintenant ou peut-être que j'ai la solution. Mais il y a des solutions qui existent. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de crédit à la consommation. Vous voulez acheter une voiture, vous la payez cash. Mais pourquoi? Dans aucun pays au monde, en France, aux États-Unis, partout, personne ne paye une voiture au cash. Tout est fait à crédit, sauf en Côte d'Ivoire. Mais si vous payez une voiture au cash, c'est peut-être que vous faites du blanchiment d'argent. Comment voulez-vous qu'un Ivoirien paye une voiture de 30 millions, 40 millions, 180 millions cash? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre système. Ça, ce sont les dangers des 5 prochaines années. Vous voulez monter... regardez, moi, ma thèse en économie,
Ma thèse dans l'économie, c'est le financement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir accès au crédit. Parce qu'on vous demande des sûretés que vous ne pouvez même pas donner. D'accord? Or, le crédit repose sur la confiance. Donc, il faut que l'État crée les conditions pour que les Ivoiriens aient accès au crédit. Vous comprenez? Par exemple, je peux vous donner un truc tout bête. Tout Ivoirien qui a plus de 18 ans doit avoir un crédit immobilier. Peu importe. Il faut que les gens soient propriétaires de leur maison. On peut l'étendre aux fonctionnaires, on peut dire tout fonctionnaire doit avoir. Il choisit une maison. L'État met en place un fonds souverain pour l'habitat qui garantit le prêt. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui pour rendre la vie facile qu'il faut travailler sur cela. Ce n'est pas par la critique. Vous comprenez? Aujourd'hui, on peut créer un fonds souverain pour le financement des petites et moyennes entreprises. De telle sorte qu'on développe tous nos start-up, qu'on développe des champions nationaux. Tout ça, c'est faisable. Mais on pourra le faire que dans la paix et dans le débat. D'accord? Hein? Ce n'est pas en jetant la pierre au président Alassane Ouattara pour dire « Ah oui, mais la vie est chère en Côte d'Ivoire ». En le disant, vous ne réglez pas le problème. Faites des propositions concrètes. Moi, je pense que dans une économie libérale comme la nôtre, il faut universaliser le crédit à la consommation. Il faut faire en sorte que tous les flux financiers soient tracés. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de payer du cash. Voilà, il faut que les gens payent l'argent qu'on peut tracer au-delà de 10 000. D'accord? Nous ne sommes même pas encore à ce niveau-là. Et puis, il y a d'autres exemples. Il y a des filets sociaux. C'est-à-dire l'État peut responsabiliser les communautés, les municipalités ou les régions de recenser, par exemple, les familles les plus pauvres et puis on leur accorde une subvention. Mais ça, c'est faisable. Mais tout cela n'est faisable que dans la paix, hein, et dans le débat permanent. Voilà pourquoi votre interview est intéressante. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas le débat, on n'a pas de débat sur l'économie. Tous les débats sont politisés. D'accord? Où on vient, on dit, le RADP a fait ceci, le PDC avait fait ça par le passé, le PPAC même, il avait géré, ils n'ont rien apporté. Ça, c'est la politique politicienne. Je n'aime pas ce genre de débat. Si nous voulons faire un débat, il faut le faire un débat constructif. La vie est chère en Côte d'Ivoire. Quels sont les codes pour lesquels la vie est chère en Côte d'Ivoire? Moi, je suis un intellectuel libéral. D'accord? En tout cas, du point de vue économique. Moi, je suis un partisan de Milton Friedman et de Friedrich Hayek pour parler des libéraux et des néolibéraux. Pour moi, dans une société libérale, il faut développer le crédit à la consommation. D'accord? De telle sorte qu'on arrive à réduire les inégalités. Mais si vous faites une politique conservatrice où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, alors vous créez un hiatus, vous tuez la middle class, la classe moyenne. Vous comprenez? Donc, si les gens veulent qu'on fasse le débat sur l'économie, on fera le débat sur l'économie. Sinon, quand on regarde les statistiques en Côte d'Ivoire, je vais prendre 5 domaines. Quand vous prenez, par exemple, au niveau de la croissance économique, la Côte d'Ivoire fait une croissance économique de 7%. C'est un bon résultat. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a la richesse qui se crée dans le pays. Donc, au niveau de la croissance, c'est déjà un très bon résultat. Quand vous prenez au niveau de l'accès à l'eau et l'électricité par la population, on est pratiquement à 80%. C'est un très bon résultat. D'accord? Quand vous prenez, troisième point, vous prenez l'espérance de vie en Côte d'Ivoire. L'espérance de vie est faible. Parce que selon les statistiques, l'espérance de vie est à 53%. C'est-à-dire que les Ivoiriens meurent jeunes. C'est trop faible. Alors, il nous faut investir dans les économies de la santé. Et ça, on peut faire le débat. Avec les spécialistes de la médecine, des économies de la santé, on peut faire le débat. D'accord? Surtout dans la santé. Selon les statistiques de l'OMS, il faut un médecin pour 1000 habitants. C'est-à-dire pour 1000 patients, il faut un médecin. Or, en Côte d'Ivoire, on est à 0,13%. Donc, on n'a même pas à 1%. Donc, il faut accroître la formation de nos médecins et il faut améliorer le plateau médical. Vous comprenez? Donc, vous voyez un peu. Donc, quand je prends ces 4 secteurs, puis quand vous prenez le secteur de l'éducation nationale, le 5e point, sur 100 Ivoiriens, 3 ont à peine Bac plus 4. Le ratio est faible. Donc, il y a quelque chose à faire dans le domaine de l'éducation nationale. Et puis, sur 100 Ivoiriens que vous croisez, 35% ont dépassé l'école primaire. C'est faible. Ça, ce sont des données objectives. Et moi, je pense qu'on peut faire le débat sur ces données et puis
pour que le gouvernement améliore, pourquoi on voit le budget, vous comprenez? Et moi qui suis un politiste, par exemple, quand je regarde le budget du ministère des Affaires étrangères, je suis triste. Parce que pour moi, le ministère des Affaires étrangères est le ministère le plus pauvre de Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, la diplomatie ivoirienne devait être à un certain niveau qui soit conforme à notre puissance économique. Or, on a un budget trop faible. J'aimerais bien voir un jour le budget du ministère des Affaires étrangères augmenter. C'est un choix. C'est un choix. Moi, je ne suis pas du RHDP. Je ne peux pas penser à leur place. Mais moi, dans mon fort intérieur, j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu, d'accord, que le RHDP mette sur le marché politique un cadre pour défendre ses couleurs. D'accord? En son temps, le président Ouattara avait proposé, je crois, le premier ministre Amadou Bon. Voilà, paix à son âme. D'accord? Bon, mais ça n'a pas été le cas. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est au RHDP de décider. D'accord? Moi, je pense qu'il dans je pense, hein, ça n'engage que moi, que quel que soit le cadre que les RHDP présentera aux élections, il gagnera les élections. Parce qu'ils ont suffisamment de ressources matérielles, humaines, pour gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Donc, s'ils décident de reconduire le président Alassane Ouattara, peut-être que ce sera une manière de lui manifester leur reconnaissance pour un dernier mandat que j'espère. Dans les cas contraires, il appartiendra au président Ouattara de choisir le meilleur des cas du RHDP pour porter les couleurs du RHDP. Moi, personnellement, ça me fait... Je pense qu'on n'a même pas à se focaliser sur ces débats. Parce que le président Ouattara a démontré qu'il n'est pas un président paresseux. Voilà. Oui, il a construit toutes nos routes. Et les routes sont visibles. Voilà. Maintenant, tout n'est pas parfait, d'accord? Mais ça peut être amélioré. Ça peut être amélioré dans le temps. Et ça peut être amélioré dans l'appel à la non-violence. Voilà. Donc, que Ouattara soit candidat ou un autre cadre du RHDP, c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Et je pense que, ensemble, aussi bien au PPACI, au PDCI, etc., construisons une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, où on n'est pas stressé par les enjeux politiques, etc. Vous comprenez? En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois la politique. Voilà. Donc, je suis d'avis avec vous que j'aurais voulu, voilà, que le président Ouattara se retire de la politique, parce que je pense qu'il a tout donné à la Côte d'Ivoire, etc. Mais bon, la politique, c'est un choix. Si son parti estime qu'il est encore leur champion, pourquoi pas? Voilà, pourquoi? Il faut respecter le choix des militants du RHDP. Et moi, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Évitons de... je ne veux pas... C'est-à-dire que ce qui me gêne quand les gens posent cette question, beaucoup de gens veulent aller à l'élection présidentielle sans Ouattara. Voilà. Affi N'Guessan veut être candidat, mais il ne veut pas que Ouattara soit candidat. Mais tu veux aller jouer la Coupe d'Afrique, et puis tu dis que tu ne veux pas jouer contre le Maroc, ou contre le Cameroun. Ça n'a pas de sens. Oui, non, mais le débat sur les 4 mandats est dépassé. Hein. On a déjà voté la Constitution. C'est fini, là. Il ne faut pas revenir derrière. On a voté... Le temps où il fallait dire non, là. Il fallait mobiliser les militants pour ne pas adopter cette Constitution. On l'a adoptée, c'est terminé. Donc, il faut aller de l'avant. Hein? Il faut aller de l'avant, vous comprenez? Soyons positivistes. Hein? Ne faisons pas comme des enfants gâtés. On vient un jour de lundi et puis le lendemain, on ne veut plus. Non, 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 non. Ce n'est pas responsable. Que l'opposition s'organise pour battre le président Alassane Ouattara aux élections. Si elle ne peut pas, Ouattara aura son 4e mandat. Et puis bon, après, d'autres Ivoiriens prendront la relève. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Hein, mais je veux que les élections se déroulent dans un fair play. Voilà, c'est-à-dire que je ne veux pas que les relations entre le PPACI, le FPI, ou le MJC de Simone, ou les RHDP soient des relations antagonistes. Voilà, il faut que ce soit des relations politiques de fair play. Voilà, on peut se parler. Moi, je pense à mon fort intérieur, Laurent Gbagbo, peut prendre son téléphone et puis demander rendez-vous au président de la République. Et puis aller le rencontrer, et puis parler avec lui, face à face. Que de se mettre dans des meetings pour dire oui, il faut que mon nom soit sur la liste électorale. Mais tu ne peux pas faire une injonction à un chef d'État. Il a été chef d'État, il sait ce que ça veut dire. On a les discours de Laurent Gbagbo quand même, où il a été intransigeant sur certains problèmes de la nation. Voilà, donc il y a une manière de parler aussi à un chef d'État. Donc il faut laisser la place à la courtoisie politique, à la diplomatie, à la négociation. Hein. Évitons de nous jeter la pierre.
Sur la question des cases des gens qui ont été délogés, etc., oui, c'est vrai, ça a été très dur. Voilà, et je compatis. Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes pour dire au président de la République, non, ce n'était pas bien. D'accord? Et moi, quand j'ai eu l'occasion, je l'ai dit. Je suis troisième major au maire de Yopougon. Nous, on a eu GESCO qui a été cassé. Un certain nombre de quartiers chez nous, ça a été dramatique. On a eu le temps de le dire au gouverneur qu'il faut mettre un peu d'humanisme. Et je pense que le gouverneur nous a compris la preuve, ils ont arrêté. Donc le gouverneur ivoirien est en train de réfléchir pour trouver la meilleure formule. C'est ça la République. D'accord? Mais ce n'est pas tous les jours en jetant la pierre aux autres qu'on construit un État. Un État se construit dans le dialogue. Et c'est à cela que j'invite les Ivoiriens. Parce que ne perdons pas de vue. Le seul héritage que nous allons laisser au fou, c'est la paix et le dialogue. Si on oublie cela, c'est qu'on n'est pas Ivoirien. Écoutez, moi je pense que c'est une très bonne chose. C'est la démocratie qui gagne. D'abord, le PDCI a montré sa capacité de résilience. Oufou est mort, on a cru que le PDCI allait imploser. Le PDCI n'a pas implosé. D'accord? Bon, c'est vrai qu'il y a eu les RDR, après il y a eu les RHDP qui étaient des transfuges du PDCI. Mais le PDCI est resté. Bédier est mort, le PDCI est encore là. Aujourd'hui, Tidiane Thiam. C'est dire que le PDCI se présente comme une institution. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est que Gbagbo n'a pas pu faire. D'accord? Vous voyez un peu la différence, ce qu'il n'a pas pu faire. Maintenant, que Thiam soit candidat ou Bion soit candidat, mais c'est une nouvelle génération qui se positionne. Voilà, et c'est la Côte d'Ivoire qui y gagnera. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la génération Thiam, il y a la génération Bion, mais c'est la même génération qui continue avec Fidel Sarasoro, Tene Brahima, Big Togo, Ba Congo et votre serviteur. C'est une nouvelle génération. Voilà, donc nous pensons que tout cela va enrichir le débat politique en Côte d'Ivoire. Si Thiam ou Bion gagne demain contre Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Si Ouattara est réélu, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis les autres vont se repositionner dans les années à venir. Mais de grâce, faisons la politique dans la paix et la non-violence. Parce que nous voulons construire un État moderne. Et nous voulons donner la chance à toutes les générations. Il faut sortir des récriminations. Moi, c'est ma vision et ma manière de voir les choses d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la preuve qu'il est franco-ivoirien. Vous avez vu sa plaie d'identité française? Les gens parlent. C'est pour ça que je dis ne faisons pas la politique avec des rumeurs, des supputations. Il est franco-ivoirien, mais apporter la preuve. On ne l'a pas. Moi, je sais que Thiam est un Ivoirien. En tout cas, c'est ce que je sais. Il est de ma génération. Je l'ai vu quand il était plus jeune au lycée classique. Nous, on était au lycée des garçons de Benjerville. Et puis, quand il a eu le bac, il s'est retrouvé à Polytechnique. Mais il était à Polytechnique en tant qu'Ivoirien. Donc, pour moi, jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve contraire, Thiam est un Ivoirien. Donc, les gens aiment les supputations, il est franco-ivoirien. Non, ne rentrons pas dans ce débat-là. Et puis, moi, de mon point de vue, voilà, moi, je suis attaché à la mondialisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris. D'accord? Donc pour moi, qu'il soit français, chinois ou japonais, si la commission électorale valide sa candidature qui gagne les élections, pourvu qu'il nous fasse avancer. Voilà. On ne peut pas rester tout le temps dans... Ça, c'est des débats de bas étage. Les histoires attachées à une nationalité, non. Ce n'est pas mon feeling. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le grand débat que j'ai souvent avec certains amis. J'ai dit, mais vous dites que vous êtes panafricain. Mais quand on est panafricain, on ne rentre plus dans certains débats. Lui, il est des Burkinabés, Maliens, Guinéens. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Pour moi, un Africain envoie un autre. Si demain, Eto'o est président de la Côte d'Ivoire, il sera président. Et puis, c'est un de nos beaux, on sera content. Et puis, on avance. Il faut faire avancer les pays. Si demain, Drogba est président du Cameroun, mais c'est les Camerounais qui vont gagner. Et puis, on avance. Mais ne rentrons pas dans ces débats. Thiam est un Ivoirien. Il veut être candidat à l'élection présidentielle. Attendons que sa candidature soit validée ou invalidée pour qu'on pose des débats. Voilà, sinon, bon, moi je pense que on n'a pas la preuve qu'il est franco-ivoirien. Voilà, donc on ne peut pas rentrer, on ne peut pas faire de la politique sur des supputations ou sur de la fiction. Attendons de voir au moment opportun. Ça, vous m'avez fait une colle, là. Je pensais à tout sauf à ça.
Voilà. Vous savez, j'aime pas trop parler de Simone. Parce que c'est elle qui m'a envoyé au FPI. D'accord? C'est une dame pour laquelle j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. D'accord? Voilà. Donc, je préfère ne rien dire sur Simone, sincèrement. Laissez tomber. Voilà. Mais je parlais par contre de Blé Goudé. Voilà. Je pense que c'est un jeune leader. Voilà. Oui, c'est un jeune leader. Il a le temps de construire sa carrière politique. Voilà. Je pense que il va utiliser tous les canaux, voilà, que l'État met à sa disposition pour régler son problème d'être éligible ou de ne pas être éligible. Je pense qu'il peut le faire. Comme je vous l'ai dit, il y a deux voies qui s'offrent à eux. La première voie, c'est la voie judiciaire. Si elle est fermée, il faut rentrer dans la voie politique par la négociation. Et puis, et sur cette voie politique de la négociation, ils ont plusieurs instruments pour amener le président de la République à prendre une loi d'amnistie. Mais ce n'est pas en faisant injonction au président de la République que Gbagbo va avoir gain de cause. Et je pense que Blé Goudé l'a compris. Voilà pourquoi lui, il ne fait pas trop de bruit sur sa candidature ou non. Et Blé n'a trahi personne. C'est Gbagbo qui a trahi Blé. C'est Gbagbo qui a trahi Blé. Comment? Pour la simple raison que Gbagbo aurait pu faire de Blé un leader politique du FPI ou du PPAC. Blé a tout donné pour Gbagbo. Voilà. Mais bon, c'est la politique. Voilà, c'est la politique. Donc, laissez Blé faire son chemin. Voilà, choisir sa voie politique. Je ne suis pas d'accord avec lui sur bien de plans. D'accord? Parce qu'il ressemble un peu à son père, Gbagbo. Il a un côté un peu populiste. Voilà. Il fait la politique avec les proverbes. Moi, je n'aime pas les proverbes. Voilà, j'aime pas les proverbes. Je veux que si Blé veut faire de la politique, il fasse la politique réaliste, la politique visible, avec un langage franc, sur des thématiques qui peuvent nous faire avancer. Voilà. Sinon, le débat populiste, se faire passer pour l'enfant du peuple et tout ça, c'est dépassé. Hein? Nous sommes tous nés dans les ghettos. Donc, personne ne peut venir nous dire qu'il est l'enfant du peuple. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Le discours de l'enfant du peuple, il est dépassé. D'accord? Aujourd'hui, vous voulez faire de la politique. Quel est le produit que vous mettez sur le marché politique pour que les Ivoiriens puissent apprécier? C'est là que tout le monde nous attend. Oh, je suis un peu triste. Voilà, je suis un peu triste parce que j'ai fait partie du collectif des avocats de Soro Guillaume en son temps. Voilà, et puis bon, je me suis retiré par la suite. C'est dommage. Voilà, mais je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il y a une voie qui s'offre à lui. C'est la voie politique, par la négociation. C'est un homme politique, voilà, donc à lui de construire le lobbying, voilà, pour discuter à l'État de Côte d'Ivoire, pour qu'il revienne au pays. Mais on ne peut pas... Le péché de Soro, c'est qu'il est toujours dans la défiance. Voilà, c'est ça le péché de Soro. En politique, on ne gagne rien avec la défiance. Voilà. Donc, bon... Moi, je pense qu'il est assez mature, c'est un homme politique assez responsable, il sait ce qu'il fait. Mais moi, de mon point de vue, j'aurais bien voulu que, puisque notre constitution dit qu'aucun Ivoirien doit être en exil, donc j'aurais bien voulu qu'il soit là pour participer au débat politique, mais ça, c'est à lui de voir. Voilà, en dehors de cela, bon, pas grand-chose à dire sur les cas Soro. Écoutez, ça, c'est un débat que nous avons eu il y a 20 ans. Donc, il n'y a rien de nouveau au soleil. Le débat sur le panafricanisme ne date pas d'aujourd'hui. J'ai d'ailleurs même écrit un livre sur William Dubois et la libération des peuples noirs. Enfin, William Dubois c'est celui qui a organisé le premier congrès sur le panafricanisme, je crois, en 1900, dans les années 1900. Donc, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, devrait nous interpeller sur le néocolonialisme. C'est-à-dire que moi, je ne les condamne pas. Parce qu'il faut respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. À un moment donné de leur histoire, ces pays ont estimé que leur relation avec la France n'était pas à un très bon niveau. Ils ont décidé de rompre. C'est leur choix. Voilà. Donc, il faut les prendre tels qu'ils sont, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Maintenant, quand ils sortent de la CEDEAO, voilà, là, ça me fait un peu un pincement au cœur parce que la question de l'unité africaine n'est pas négociable. Voilà, c'est-à-dire qu'ils pouvaient tout reprocher à la CEDEAO, mais pas jusqu'en sortir. Parce que si vous sortez de la CEDEAO, vous sortez de l'UEMOA. Voilà, donc vous sortez de l'Union africaine. Vous comprenez? Parce que ce sont des instruments qui sont liés.
Vous comprenez? Mais je pense que c'est un problème conjoncturel, voilà, qui va se régler dans le temps. Parce que, quoi qu'on dise, les États ne changent pas d'adresse. Le Burkina sera toujours au nord de la Côte d'Ivoire et le Niger sera toujours au nord du Burkina. Le Mali sera toujours frontalier à la Côte d'Ivoire. Donc, on a un destin commun. Et il y a près de 5 millions de ressortissants de l'AES en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà, donc il y a tellement de problématiques que je pense que c'est des problèmes qui vont se régler de façon diplomatique. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Voilà, il ne faut pas leur jeter la pierre, il faut comprendre, il faut analyser. Et il faut renforcer les commissions mixtes, ivoiro-burkinabé, ivoiro-nigérienne, ivoiro-malienne, de telle sorte que là où il y a des divisions, on puisse les régler autrement. Moi, je crois à la paix, je crois à l'unité africaine et je crois à la capacité de nos hommes politiques à trouver la voie qui convient à toutes nos populations en Afrique. En tout cas, moi, je suis pour l'unité africaine. Rien de nouveau au soleil, parce que l'Afrique n'a jamais été un point important dans la politique extérieure des États-Unis. Donc, les Africains, c'est à nous de nous rendre importants et indispensables. Et il y a cette prise de conscience en Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, les Africains ont pris conscience qu'ils peuvent faire changer la donne au plan mondial. Voilà, nous sommes les principaux détenteurs des matières premières du monde. Donc c'est à nous d'organiser notre puissance. Hein, dans le dernier livre que j'ai écrit, mais malheureusement qui va apparaître en anglais au mois de juin, Africa in Global Politics, c'est-à-dire l'Afrique dans la politique globale, j'essaie d'expliquer que le 21e siècle est le siècle de l'Afrique. D'accord? Donc, peu importe ce que les gens feront, ils seront obligés de composer avec l'Afrique. Voilà, parce que toutes les matières premières sont là. Donc, Trump, il est arrivé. C'est vrai qu'il n'y a eu aucun chef d'État africain invité à son investiture, mais ce n'est pas nouveau. Donc, il ne faut pas dramatiser. Voilà, nous sommes ce que nous sommes. C'est à nous de travailler. Comme le dit Bernard Dadier, après l'indépendance, le travail. Donc, mettons-nous au travail pour le bien-être de nos populations. Merci beaucoup. Ce que je voulais vous dire, c'est que il faut, puisque nous sommes dans une interview politique, il nous faut cultiver l'esprit de paix et de non-violence dans le débat politique. Parce que moi, personnellement, je suis convaincu qu'on peut faire la politique sans injure. Si nous sommes des démocrates et si nous voulons construire la démocratie, il nous faut utiliser tous les instruments qui concourent à la consolidation de nos institutions et à la consolidation de la paix. En tout cas, je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à un niveau où il ne faut pas détruire nos acquis. Bien au contraire, il faut les renforcer. Et aux élections de 2025, bonne chance à tous les candidats.